dans le pays en indiquant comment, conjointement, ensemble, vous êtes en train de mettre en œuvre les 18 jalons qui sont contenus dans cette feuille de route de transition, parce que nous voulons voir évoluer les situations sur lesquelles le plan de transition insiste. Aujourd'hui, nous étions là avec le Premier ministre et les ministres, beaucoup de membres du cabinet, ce qui démontre toujours une bonne mobilisation autour des questions qui doivent faire l'objet d'une attention continue. Pour Patrick Mouyaya, ministre des Médias et porte-parole du gouvernement, le gouvernement travaille de manière étroite avec la MONUSCO sur plusieurs objectifs. Il ne s'agit pas seulement du plan de transition. La réunion d'aujourd'hui s'inscrit donc dans le cadre de ce travail permanent, mais spécifiquement par rapport après la résolution 2612, il y avait ces besoins de discuter suivant les 18 jalons qui ont été posés dans la feuille de route et de préparer les prochaines réunions qui auront pour objectif de donner du contenu au rapport que la représentante du secrétaire général fera après les 3 premiers mois depuis la résolution d'accord. Voilà un peu, c'était la première d'une série de réunions qui aboutira à la préparation de ce rapport. Toutes les parties prenantes font travailler en synergie pour mettre en application les directives données par les chefs du gouvernement, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, en rapport avec les plans de retrait progressif et échelonné de la MONUSCO en République démocratique du Congo, a conclu les représentants spéciaux adjoints du secrétaire général des Nations Unies chargé des opérations de protection, Kassim Diani. Vous le savez, le gouvernement congolais a trouvé un terrain d'entente avec le groupe Ventura Development. La question était au cœur d'un briefing organisé hier par le ministre de la Communication et des Médias, qui avait à ses côtés la ministre d'État, ministre de la Justice et le directeur du cabinet adjoint du chef de l'État. Suivez un extrait. Mesdames et messieurs de la presse, en date du 24 février dernier, la signature d'un protocole d'accord, respectivement par la ministre d'État, ministre de la Justice, qui au sein du gouvernement, s'occupe justement des différents contentieux avec les représentants du groupe Ventura. Les termes de cet accord mettent fin aux différends qui ont opposé pendant longtemps la République démocratique du Congo et ses groupes, bloquant ainsi, entre autres, l'exploitation de ses actifs, permettent à l'État congolais de reprendre pleinement possession de ses actifs miniers pétroliers d'en disposer, en vue donc d'engager un nouveau processus de leur valorisation et exploitation dans l'intérêt du peuple congolais. Effectivement, comme l'a dit le ministre du Média, depuis quelques années, le groupe Ventura était propriétaire de blocs de pétrole, de carrés miniers de l'or et du cuivre, mais qui ne pouvait pas être bénéfique pour la République étant donné qu'il était sous sanction. Il était important qu'on se retrouve autour d'une table pour qu'on puisse échanger, puisqu'en soi, la République perdait, alors que lui avait un contrat qu'il ne pouvait pas exploiter, et la République, de son côté, ne pouvait pas bénéficier de fruits de ses richesses. C'est ainsi qu'on s'est retrouvé autour de la table pour que la République se retrouve. C'est ainsi, lors de ce Conseil des ministres, une résolution a été prise pour que nous puissions finaliser les différentes procédures qui ont été enclenchées en son temps contre Dan Gettler ou contre certaines sociétés qui avaient aussi des litiges avec le groupe Ventura. Le président Félix Tshisekedi a voulu mettre fin. C'est de dire, maintenant, c'est fini. On sait ce que vous avez fait. Maintenant, nous entrons dans une nouvelle ère, mais il ne ferme la porte justement à personne. En disant, voilà, si vous acceptez que vous avez fauté dans le passé et que vous acceptez que vous allez restituer les biens et faire revenir la République dans ses droits, nous sommes d'accord de pouvoir travailler ensemble.
Dans un communiqué de presse, Dan Gettler salue l'accord avec le gouvernement congolais et remercie le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son équipe pour le travail approfondi et minutieux qui a été réalisé. Le patron du groupe Ventura Development s'est dit totalement engagé à respecter les procédures de bonne gouvernance d'entreprise qui ont été mises en œuvre et à assurer une surveillance appropriée de toutes ces activités commerciales qui seront menées de manière totalement transparente. Dan Gettler tient aussi à respecter pleinement l'accord signé et confirme que tous les permis et licences détenus par le groupe Gettler seront restitués. Il remercie les personnes impliquées pour le travail acharné, la transparence et le professionnalisme avec lequel les négociations ont été menées. Et la ville de Baraka continue d'être affluée par des déplacés de guerre internes du camp de Kimanga. Ces déplacés vivent dans des conditions précaires. Informé, le ministre d'État en charge du développement rural, François Roubota, est allé sur le site pour s'enquérir de la situation. Jean-Pierre Ndolo Demazou était dans sa suite et nous en parle. Le cri de cet enfant décrit la situation lamentable que vivent les déplacés de guerre internes de Boboko et de Mangunké. Les parents de cet orphelin ont été fauchés par des rebelles qui, heureusement, lui ont laissé la vie sauve. Ce camp de village Kimanga compte environ 800 ménages privés du minimum vital. C'est la toute première fois qu'une délégation venue de Kinshasa leur rend visite. Ces déplacés de guerre interne manquent de tout, pas d'école pour les enfants, pas d'hôpitaux. La malnutrition bat son plein. Les enfants sont à la merci des maladies d'origine hydrique. Aucune assistance. La mort les attend tous les jours au coin de la rue. Le ministre d'État François Roubota a exprimé sa douleur face à cette situation. Nous sommes en train de lancer un appel à la paix. Que tous ceux qui détiennent des armes, ceux qui sont en train de se livrer à des guerres, des groupes armés, il est temps pour qu'ils arrêtent. On a trop souffert, il y a eu beaucoup de morts, voilà qu'il y a beaucoup de déplacés. Vous venez de constater avec moi l'état des abris, qui sont des abris de fortune. C'est vraiment déplorable de nous retrouver dans de telles situations, du fait des gens qui se livrent des guerres sans objectif. En père de famille, François Roubota n'est pas venu les mains vides. Il leur a apporté quelques sacs de maïs et une aide financière, une goutte d'eau dans la mare pour ses compatriotes qui attendent d'être soutenus par le gouvernement de la République. Le rôle d'un parlementaire expliqué en détail aux élèves de Elizabeth International Bilingue School lors d'une visite à l'Assemblée nationale. Ces écoliers ont été reçus par le speaker de la Chambre basse du Parlement, Sylvain Moembo. Les échanges étaient francs jeudi 3 mars 2022 entre le speaker de la Chambre basse du Parlement et des élèves de l'école Elizabeth International Bilingue School. Christophe Mbosoko Diapwanga a éclairé ses invités sur des questions non seulement liées à la production législative, mais aussi au contrôle parlementaire. Quel est le rôle d'un Parlement? Ces jeunes élèves le savent désormais. Dans cette chambre qu'on appelle Assemblée nationale, il y a des députés de toutes compétences. Maintenant, n'oublie jamais à chaque instant que le Congo de demain vous attend. Nous vous attendons pour sauver le Congo. Ces élèves de l'école Elizabeth International Bilingue School dans la commune de Mongafula sont suffisamment avertis sur le fonctionnement et l'organisation de l'une des composantes parlement de la République démocratique du Congo. Me semble-t-il indiquer d'avouer que notre présence en ce temple de la démocratie nous honore et ravive la flamme de notre foi, inébranlable en la République. Honorable Président, à travers ma voix, mes condisciples expriment leurs remerciements cordiaux et sollicitent que lourdes charges qui vous sont confiées pour le bien-être et en faveur des générations futures. Sait-on jamais, peut-être que parmi ces élèves-là, certaines viendront siéger dans la salle des congrès en qualité de député national. L'inspection générale des finances et l'autorité de régulation et de contrôle des assurances composent un cocktail Molotov pour tous ceux qui s'assurent à l'étranger. L'inspecteur général, chef de service de l'IGF et le directeur général de l'ARCA vont incessamment envoyer une mission mixte de contrôle. Edith Chala nous en parle.
La lutte contre l'évasion des primes d'assurance et fiscale, le ministre des Finances Nicolas Kazadi en a fait une urgence par un communiqué officiel. L'autorité des régulations et des contrôles des assurances, ARCA en sigle, qui a reçu mission de s'assurer de la conformité à la loi de toutes les personnes physiques et morales, missions diplomatiques et autres organisations non gouvernementales ayant souscrit l'assurance à l'étranger, coalise avec l'Inspection générale des finances pour plus d'efficacité. Alain Kaninda, directeur général de l'ARCA, et Jules Alingueté, inspecteur général chef des services, se sont rencontrés pour arrêter une stratégie commune. Un contrôle mixte de terrain, ARCA et GEF, sera bientôt lancé. Dans le travail et la problématique que nous avons présentée aujourd'hui, il y a une dimension de perte financière pour l'État en termes de TVA lorsque les sociétés ne respectent pas la loi. Et comme le chef de l'État nous avait donné cette instruction de pouvoir travailler avec les services spécialisés, l'IGF est un service qui est spécialisé et qui doit absolument nous accompagner dans ce travail de lutte contre l'évasion des primes et faire respecter la loi de la République démocratique du Congo. Nous nous sommes convenus avec l'ARCA d'organiser une mission conjointe dans les tout prochains jours pour imposer le respect de la loi sur les assurances, particulièrement dans le volet de paiement de la prime d'assurance en RD Congo. La loi numéro 15/005 du 17 mai 2015 portant code des assurances, en son article 286, interdit formellement toute souscription des assurances à l'étranger. Mois de mars, mois de la femme. Pendant tout ce mois, la RTNC va faire la promotion de la femme congolaise. Ouvrons cette rubrique par ce 4e salon de l'entrepreneuriat de la jeune femme qui s'est tenu aujourd'hui au Musée national. Objectif, transmettre la vision d'entreprendre aux femmes pour qu'elles soient créatrices d'emplois et de ressources dans le combat contre le chômage. Rekin Zuzilo Yamayuel. Plus d'une centaine de participants ont répondu en présentiel à cette 4e édition du Salon de la jeune femme entrepreneur à Kinshasa et d'autres en ligne. Osez l'entrepreneuriat, devenez actrice de votre vie professionnelle et privée pour vous-même, reste ce thème outil de l'année 2022. Par leurs interventions, les représentants du ministère d'État en charge de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises et les membres de la Commission nationale des femmes entrepreneurs de la FEC ont transmis tour à tour les différentes méthodes et techniques à la jeunesse à venir de demain pour bien entreprendre à tout prix. Depuis 5 ans, on s'occupait beaucoup plus des femmes matures. Aujourd'hui, avec le problème du chômage dans le pays, c'est mieux que les jeunes commencent à créer de l'emploi eux-mêmes. On doit les former pour qu'elles soient des chefs d'entreprise elles-mêmes. Elles vont générer de l'emploi et des ressources. Ça, c'est vraiment la vision que nous avons de l'incubateur. À travers l'incubateur Pull Up Business Women, quelques jeunes filles formées selon les indicateurs ont réussi à ouvrir et à formaliser leurs activités. Le 4e salon en a primé 2, du prix de la meilleure idée d'entreprendre et celui de la résilience en période Covid-19. Le coaching direct one-to-one a ponctué les travaux en atelier conclus par la visite des stands. Et un respirateur médical Made in Congo est déjà disponible. C'est une œuvre des deux ingénieurs femmes, Thérèse Kirongozi et Raïssa Malou. Il a été présenté aujourd'hui aux personnalités politiques et scientifiques, Chapati Kiweme et Maurice Mewa. Cette machine Made in Congo présentée ce jour devant un parterre officiel de partenaires. Les 2 femmes ingénieures ont travaillé pendant 2 ans pour mettre en place ces respirateurs qui prennent en charge les patients dont les poids varient entre 15 à 100 kilos, répondant aux normes internationales. Cette machine tombe à point nommé car elle va soulager tous les patients qui souffrent des détresses respiratoires et des maladies cardiovasculaires, notamment la COVID-19 et autres. Ce sont les médecins qui vont bien nous expliquer. Nous faisons des explications techniques. Les manants détenteurs, son rôle est de faire l'humidification de l'oxygène. Avant qu'on le conduise, nous allons parler de la partie intelligence artificielle. Alors, sur cette partie, vous allez voir, nous avons un écran tactile qui est devant nous. Et cet écran-là qui nous permet d'afficher des paramètres qui sont variables. Pour les scientifiques, le besoin est urgent. Il faut donc un soutien pour la production à grande échelle. Je suis contente de voir que ces jeunes dames ont ramené la science au niveau des communautés.
pour transformer la vie, pour apporter un plus dans les communautés. Parce que souvent, les gens ici ont seulement la théorie. On voit les théories. Les gens bloquent, ils maintiennent des théories dans la tête, mais ils n'arrivent pas à transformer cette intelligence dans la réalité de nos communautés. Mais aujourd'hui, on voit un outil qui aide, qui va aider le secteur médical. Et nous voulons que ça soit multiplié et que ça puisse aller dans toutes les provinces, dans les territoires, dans nos villages, pour que les hôpitaux rendent service. L'ambassadeur du Royaume de Belgique en RDC, qui a promis son soutien aux 2 ingénieurs, a rehaussé de sa présence à cette cérémonie à laquelle ont pris part les représentants de la MONUSCO, les femmes ingénieures, ainsi que les autorités politico-administratives. Et puis cette alerte lancée par la Fondation Grâce à ma mère que dirige Madame Julie Sulé, le cancer du col utérin est plus grave et continue à tuer des milliers de femmes à travers le monde, et ce en silence. Au cours d'une conférence de presse, au cours d'une conférence de sensibilisation, cette fondation a démontré le danger de cette maladie. Diane Balakambombo, reportage. La campagne de sensibilisation sur les cancers devient le champ de bataille de plusieurs organismes pour éviter le pire. Les femmes sont la cible privilégiée car exposées à plusieurs formes du cancer, dont celui du col utérin. Pour la Fondation GRAM, grâce à ma mère, qui fait de l'autonomisation réaliste et performante de la femme congolaise son cheval de bataille, a organisé des séances de sensibilisation dans les églises ou encore sur les réseaux sociaux avant de procéder ensuite au dépistage gratuit du cancer de col utérin, une anomalie qui tourmente les femmes âgées de 25 ans jusqu'à 65 ans. Au finish, 200 femmes seront diagnostiquées ici au centre hospitalier Mokole du 1er au 20 mars 2022. Une manière pour GRAM d'apporter sa pierre à l'édifice dans la lutte contre cette maladie. Beaucoup de femmes en meurent parce que seulement on le découvre quand c'est déjà à des stades très avancés que cette maladie existe. Mais le seul moyen de le savoir, c'est de passer par les dépistages parce qu'il s'agit d'une maladie qui ne se voit pas directement à l'œil nu. Le cancer du col est dangereux. C'est parmi les cancers qui tuent. Voilà pourquoi nombreuses participantes sont venues répondre à cette invitation pour s'informer afin de s'y prendre tôt et éviter l'irréparable. J'étais un peu dans l'ignorance parce que, comme le docteur l'a dit, trop de rapports sexuels cause des cancers du col utérus. Notons que cette pathologie est due à la multiplication désordonnée des cellules dans un organe quelconque avec comme symptômes les saignements anormaux, les douleurs au bas-ventre. Après l'étape de dépistage, la Fondation Grâce à ma mère va organiser une soirée de gala afin de lever les fonds pour la prise en charge de traitement de malades. Le dépistage reste donc un moyen par excellence pour la prévention du cancer. Le viol est devenu un sport préféré dans certaines parties du pays, sujet exposé par le docteur Denis Mukwege au cours d'une conférence qu'il a animée à l'université de Lubumbashi à l'intention de corps scientifiques et académiques. C'est un reportage de l'RTNC Lubumbashi. L'université de Lubumbashi a organisé ce mercredi 2 mars 2022 une conférence animée par le professeur Dr Denis Mukwege sous le thème « Le viol comme arme de guerre ». Ce thème représente tout le combat du prix Nobel de la paix 2018. La thématique sur le viol comme arme de guerre nous positionne dans le sujet de prédilection du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, parrain de la masculinité positive en vue de promouvoir la mère, la femme, pour qu'elle soit le socle de l'humanité. Le recteur de l'UNILO a peu avant de ponctuer son mot remis des présents à ses hôtes. Sous un ton plein d'émotions, le docteur Mukwege, qui a dit se sentir enfin chez soi, a rappelé que le problème de viol, un fléau qu'il faut éradiquer à tout prix. Le conflit en République démocratique du Congo, nous ne devons pas oublier que c'est le conflit le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale. Et nous considérons que, à l'instar de tous les peuples du monde, les Congolais ont aussi droit à la justice, à la vérité, à des réparations et surtout à des garanties de non-répétition des atrocités. L'homme doit apprendre de s'engager dans la masculinité positive, à vivre avec la femme comme son égale. Membres du gouvernement, corps consulaires ont été présents à ce grand rendez-vous de l'homme qui a fait de la dignité des femmes un combat.
Tout à fait autre chose à présent. Les anciens combattants et les retraités militaires possèdent désormais leur carte biométrique, une manière pour l'armée de constituer un fichier unique de ces vaillants soldats ayant servi sous le drapeau. Le lancement officiel de l'opération de recensement et de la remise de cartes a été effectué par la vice-ministre Séraphine Kiloubou. Georges Frédéric Nzipou. Constituer un fichier unique des anciens combattants, ces vaillants soldats ayant combattu et servi la nation sous le drapeau en vue de parvenir à une parfaite prise en charge et d'éviter toute forme de confusion. C'est l'objectif de l'opération de recensement des anciens combattants lancée officiellement par la vice-ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Séraphine Kiloubou Koutouna, au nom du patron de l'outil de défense, le docteur Gilbert Kabanda Kourenga, en mission. Cette opération de recensement était couplée à la remise des cartes biométriques aux anciens combattants et aux retraités militaires. C'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a placé son mandat sous le signe du social et qui ne cesse d'encourager l'amélioration des conditions de vie des Congolais, dont les personnels militaires inactifs. À vous tous qui venez pour se faire recenser, que l'intégrité et l'honnêteté vous caractérisent, afin de nous permettre d'améliorer vos conditions de vie. Pour ce, je déclare le lancement de l'opération de recensement des anciens combattants et des retraités. Cette opération se poursuivra sur toute l'étendue du territoire national. Et toujours dans la défense nationale, le ministre Gilbert Kabanda est en mission officielle dans le Grand Katanga. Depuis le mardi dernier, à Lubumbashi, le patron de la défense a visité l'école de génie militaire et la deuxième zone de défense. C'est aujourd'hui que le ministre est arrivé dans la province de Lualaba. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions. Faire en sorte que la population riveraine bénéficie des ressources minières, c'est l'un des volets du projet Initiative pour la transparence dans le secteur extractif. Ce projet est piloté par le Conseil présidentiel des veilles stratégiques, le coordonnateur adjoint qui est allé expliquer l'avantage de ce projet à la ministre des Mines, Eugénie Chabani. Le Conseil présidentiel des veilles stratégiques pilote dans le secteur minier les projets initiatives sur la transparence du secteur extractif avec l'appui financier de Osisa, une firme sud-africaine. Judith Siminoa Toulouka, la coordonnatrice adjointe de cette structure spécialisée de la présidence de la République en charge des suivis et d'évaluation de la mise en œuvre des engagements du chef de l'État dans le cadre du programme du gouvernement, a explicité ce projet au cours de l'audience lui accordée par la ministre des Mines, Antoinette Samba Kalambaye. Nous voulons, sur base de la vision du chef de l'État qui a parlé justement de la manière de pouvoir améliorer les revenus provenant du secteur extractif, c'est de voir avec le ministère des Mines comment nous pouvons appuyer pour travailler ensemble sur cet aspect de transparence. Nous allons regarder les aspects de la responsabilité sociétale, comment assurer que les questions de redevances minières puissent bénéficier vraiment aux communautés où se trouvent les différents gisements miniers. Nous allons aussi regarder les questions de gouvernance minière, parce qu'on sait que dans le secteur, il y a quand même pas mal de problèmes à résoudre. Le président de la République avait soulevé certains problèmes, notamment dans la révision d'un certain nombre de contrats. Donc, c'est question de voir aussi qu'est-ce qui doit être clarifié. Et aussi, l'autre aspect, c'est au niveau des revenus miniers. Comment faire pour assurer une amélioration du revenu minier pour l'État congolais? Ces projets matérialisent la vision du chef de l'État dans le secteur minier, dans les soucis de faire bénéficier la population congolaise des ressources minières. Restons dans ce secteur. Les recommandations issues des assises d'Alternative Mining RDC et DRC Business Forum tenu à Kinshasa ont été décortiquées au cours d'une table ronde dernièrement. Les experts congolais, les professeurs d'université, la société civile entendent appuyer le projet lié à la fabrication des batteries. Malou Mbela. Après avoir adopté à l'unanimité des recommandations basées sur la réappropriation par la République démocratique du Congo de ses ressources naturelles, à travers notamment la fabrication locale des batteries avec des métaux dont le pays dispose, les experts congolais se sont regroupés pour peaufiner des stratégies opérationnelles pour l'application par le gouvernement central de ces grands projets de développement. C'est un
grand pas si les Congolais se mettent maintenant à réfléchir à des perspectives du futur. Il faut accompagner la volonté qui est d'avoir en République démocratique du Congo des usines qui produisent des batteries pour véhicules électriques. On a réfléchi sur le plan ou sur la feuille de route qui peut être suivi pour la réalisation de cet objectif. Pourvu d'un capital humain important, la République démocratique du Congo doit revenir aux fondamentaux. Ici, le gouvernement central est appelé à financer les recherches géologiques approfondies pour avoir les informations plausibles. Une feuille de route est en gestation sur les différentes étapes et défis pour la fabrication locale des batteries et autres câbles électriques. Des échanges nourris, images à l'appui, des experts, professeurs d'université, la société civile et les représentants des ministères sectoriels ont eu lieu autour de cette table ronde organisée par Sarwa pour l'adoption d'un chronogramme d'activité. Il est résolument déterminé à chasser le chômage en République démocratique du Congo et pour y parvenir, l'honorable Jean-Marie Lukulasi Massamba fait tourner les ménages. Il met à contribution ses 28 ans passés comme partenaire officiel de McDonald's France. Le domaine de la restauration rapide sera bientôt possible à Kinshasa grâce à l'implication du chef de l'État. Regardez. 5000 emplois des jeunes dans la restauration rapide, les longues 28 années d'expérience du groupe Jean-Marie Lukulasi avec McDo France peut être mise à contribution à Kinshasa pour ainsi concrétiser la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le peuple d'abord. Le bâtiment du siège de G24 à Kaouka est prêt. Les locaux sont disponibles pour accueillir l'organisation des formations spécifiques de ce nouveau métier de restauration rapide en République démocratique du Congo. Pour être au point, l'honorable Jean-Marie Lukulasi Massamba, partenaire officiel de McDo France en mission officielle au pays d'Emmanuel Macron, a visité les installations de McDo. À Kinshasa, les jeunes vont apprendre les ABC de la restauration rapide, basée notamment sur la qualité, le service et la propreté. Et ils seront formés comme les équipiers polyvalents, les swings et les managers de restauration. Un autre projet, toujours au bénéfice des jeunes, c'est la formation des inspecteurs de travail dans ce nouveau secteur de restauration. Des contacts sont déjà pris avec le ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Un travail laborieux et multisectoriel qui a conduit l'honorable Jean-Marie Lukulasi Massamba à Paris en France pour préparer l'installation en République démocratique du Congo de cette filière très employeuse de la main-d'œuvre. Pour éviter les balbutiements du début, Luxon Mobimba, superviseur depuis 20 ans dans la restauration rapide, va prendre des choses en main. Théodore II, pape d'Alexandrie et de toute l'Afrique, chef spirituel de l'Église orthodoxe, est arrivé à Kinshasa cet avant-midi. Un accueil digne de son rang lui a été réservé par les fidèles et la communauté hellénique de Kinshasa. Edith Chala, Siande et Mata. Le pape de l'Église orthodoxe et patriarche d'Alexandrie et de toute l'Afrique, Théodore II, est arrivé à Kinshasa pour une mission pastorale. À sa descente du régulier d'Ethiopian Airlines, il a été accueilli par l'archevêque orthodoxe de Kinshasa, les prêtres de toutes les paroisses et du président de la communauté hellénique de Kinshasa, Gérasimos Dounis. Une visite qui durera près de 10 jours en République démocratique du Congo et qui prévoit l'intronisation des deux métropolites entendés évêques, celui de Kinshasa et de toute l'Afrique centrale, Théodorose, en remplacement de l'archevêque Niképhéros, décédé dernièrement, et celui du Grand Kasaï, qui sera ordonné. Premier évêque noir de Kananga, Ilunga sa béatitude célébrera de divines liturgies patriarcales à Saint-Nicolas de la communauté hellénique de Kinshasa et Saint-André de Kananga. Pour son arrivée à Kinshasa, les fidèles s'étaient mobilisés pour dire la bienvenue à cette grande personnalité ecclésiale. Qu'est-ce qui bloque la femme congolaise à se présenter massivement comme candidate aux différentes échéances électorales? Eh bien, les experts de la CENI, genre, sont en réunion préparatoire pour y réfléchir. Tétis Samba et Hervé Mpoudi. En prélude de la Journée internationale des droits des femmes, célébrée le 8 mars de chaque année, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a procédé ce vendredi 4 mars au lancement de la réunion préparatoire du cadre de concertation CENI Association féminine. Nous sommes persuadés que la question de l'inclusion, particulièrement de la femme,
c'est une question de droits de l'homme, c'est une question de démocratie. Si nous ne le faisons pas, nous aurons violé un droit fondamental. Pour Denis Kadima Kazadi, la CENI reste ouverte à toutes les idées dans le cadre de la participation en vue de permettre à la femme de franchir ses limites. Auparavant, Madame Joséphine Ngalula, membre de la plénière à la CENI, a rappelé que le document quinquennal de la CENI produit lors de la télé de Bibois du 18 au 20 janvier 2022 prend en charge la question de l'inclusion et genre. De son côté, le représentant pays de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux AFS, Sila Muntaga, invite les femmes à plus d'implication dans le processus électoral. Pour sa part, le deuxième vice-président de la CENI a remercié les participants. Comme nous sommes au mois de mars, mois dédié à la femme par les Nations Unies, je ne puis me soustraire à l'obligation de rendre hommage à la femme congolaise, ici valablement représentée par les leaders que vous êtes. Cette réunion préparatoire de cadre de concertation CENI Association féminine a accordé la parole aux structures et organisations féminines. L'ISIPA applique déjà le nouveau programme éducatif LMD, licence, master et doctorat. Le personnel de cet établissement d'institut supérieur est en formation de renforcement des capacités pour une bonne application de ce système. Francine Atomissi et Junior Luyer. Cette formation s'inscrit dans le cadre éducatif. Selon Casimir Ilunga, DG de l'ISIPA Kinshasa, participant à ce type de renforcement de capacité, depuis la rentrée académique édition 2021-2022, l'enseignement supérieur et universitaire évolue dans le système LMD, licence, master, doctorat. Car l'ancien programme de graduat licence master est en voie de disparition. Il est donc impérieux pour la République démocratique du Congo de maîtriser les nouveaux systèmes de l'enseignement supérieur et universitaires en cours au monde. C'est la raison pour laquelle le ministère des tutelles a dépêché à l'ISIPA un spécialiste ayant travaillé sur cette nouvelle donne de la formation universitaire. Et il était très important pour nous qu'on puisse le maîtriser. C'est ainsi que nous avons appelé quelqu'un qui a travaillé au niveau du ministère, le professeur Yenga Mahombe Arthur, qui a travaillé au niveau des États généraux et qui était point focal au niveau du ministère, pour qu'il vienne nous donner les détails, qu'il vienne nous expliquer cela en détail. À l'ISIPA, la présidente directrice générale, Rufine Louyeye Ekanda, a toujours encouragé ce genre de formation du personnel pour le besoin de renforcement de leurs capacités dans le secteur scientifique opté par cet établissement universitaire privé. Après 2 jours de formation, les participants auront droit à un brevet. C'est une obligation nationale pour la RDC qui bascule déjà dans le système LMD de façon progressive. Mais toutefois, l'ISIPA a démarré avec son système LMD dès la première année de sa mise en place pour ne pas rester en marge du nouveau système mondial de l'enseignement universitaire. En politique, les journées scientifiques à l'intention des militants et cadres de l'UDPS se poursuivent. Au cours de la 2e journée, le corps de l'élite scientifique de l'UDPS a édifié l'assistance sur les avantages du projet de développement de 145 territoires du chef de l'État, Alain Bikaï. Le développement des 145 territoires du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, était passé au crible par les corps de l'élite scientifique de l'UDPS. Pour mieux cerner ces projets à impact visible, ces corps de tête bien faits du parti présidentiel a fait appel à l'un des membres du comité de pilotage de ces projets, Benjamin Bola, conseiller principal au Collège Santé et Bien-être. Selon lui, cette vision du chef de l'État va aider le pays à décoller à la base, c'est-à-dire ces projets dotera ces entités administratives des infrastructures de base de qualité. Ces projets viennent mettre fin au manque criant des infrastructures sanitaires dans ces territoires, a-t-il conclu. Très édifié par ses proches collaborateurs de Félix-Antoine Tshisekedi, le coordonnateur national des corps de l'élite de l'IDPS, le docteur Soft Mukuna, a appelé les Congolais à s'approprier de ces projets. C'est la mission en fait qui nous a été demandée par la hiérarchie du parti, d'aller former la base. Nous devons écouter les gens qui sont dans ces comités, qui nous donnent l'idée, nous donnent aussi l'idée du chef de l'État, et nous allons descendre dans les différentes structures du parti pour sensibiliser la population afin qu'ils puissent s'approprier de tous les différents projets du chef de l'État et ainsi nous allons atteindre les vrais et bons développements. Ces journées scientifiques offrent un cadre de partage et d'édification à l'intelligence congolaise.
L'honorable Jean-Marie Loukoulassi est déterminé à chasser le chômage en République démocratique du Congo et pour y parvenir, il fait tourner les ménages. Il met à contribution ses 28 ans passés comme partenaire officiel de McDonald's France. Le domaine de la restauration rapide sera bientôt possible à Kinshasa grâce à l'implication du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi et Tshilombo. Juste après ce journal, vous suivrez une page magazine. Découvrons cette dépêche qui vient de nous parvenir avant de terminer ce journal. Décédé à Bruxelles le 25 janvier dernier, l'ancien gouverneur de la ville de Kinshasa, le patriarche Fundu Kotalevis, a été inhumé en Belgique en mémoire des ministres disparus, sa famille ainsi que la grande communauté quinoise regroupée au sein de Banakin organise une messe d'action de grâce ce samedi 5 mars 2022 à 15h en la cathédrale Notre-Dame du Congo. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Premier ministre, ministre d'État, ministre et vice-ministre se sont retrouvés pour la réunion du Conseil des ministres. Vous allez suivre juste après ce journal le compte rendu avec le ministre de la Communication et des médias, porte-parole du gouvernement. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNC, l'actualité continue sur nos antennes, retrouvées à 23h. Eurydice Kitutu Moudiri Zinkionda. Moi, je vous retrouve demain à 20h avec le même plaisir. Au revoir et très bonne suite de programme sur la chaîne nationale et excellent début de week-end à toutes et à tous. Au revoir. Redevabilité, les membres du